passez votre vie à calculer la longueur de la cuillère pour vous apercevoir à la fin qu'il n'y avait pas de souper? Il faut dire que dans le bonheur, ta vision du clergé était moins dialectique. Je crois qu'au fond de lui, il croyait en Dieu, bien qu'il ait été un communiste convaincu. Il connaissait toutes les prières qu'il avait apprises dans son enfance, et un jour, il me les a répétées. Il les savait toutes par cœur. On racontait cette histoire. Un jour, tu visitais un village dont le pope était mort, et tu avais bluffé tout le monde en récitant impeccablement les prières. Les autres n'en revenaient pas. Ils lui ont dit « Fais-nous la grâce d'être notre pope ». Et lui « Mais je suis communiste. » Et les autres « On te pardonne. » Je dois dire qu'il était très content, pas du tout indigné. Je fais une supposition, elle est peut-être fausse. Dans sa jeunesse, dans son enfance, je n'en sais rien, Medvedkin était très religieux. Et après la Révolution, il a brutalement basculé d'une religion dans une autre. Et comme ça arrive très souvent, on croit aux nouveaux idéaux, aux nouvelles idées, avec encore plus de ferveur que quelqu'un qui n'a jamais cru en rien. J'ai l'impression qu'il a cru à l'idée d'Octobre, aux idéaux d'Octobre. Et derrière cet idéal, il y avait le sentiment du bonheur pour l'humanité entière, qui ne serait ni pour aujourd'hui, ni pour demain, mais pour un avenir proche. Dans son film « Aelita », le réalisateur Protozanov montrait les idéaux d'Octobre en train de conquérir la planète Mars. Pour agitateur, un jeune bolchevique qui aurait pu être toi au lendemain de la guerre civile. В 1919 году я попал в первую конную армию Буденного. Это романтическая армия. Это в моей жизни, может быть, самая фантастическая полоса. Когда конница, революционная красная конница, не очень хорошо одетая, не очень хорошо обутая, но грозная. Он был человеком гражданской войны. C'était un homme de la guerre civile. Et pour lui, l'époque de la guerre civile était une époque sacrée, même s'il y a apporté quelques correctifs par la suite. C'était sa jeunesse, c'était le fondement de sa vie. Il la percevait comme ça. Un autre allait donner une image définitive de la cavalerie rouge, Isaac Babel. Toute épopée est la face claire d'un cauchemar, et Babel, juif à lunettes parmi les Cosaques antisémites, n'était pas romantique. Échantillon de son journal. Les Juifs attendaient le pouvoir des Soviets comme des libérateurs et tout à coup des cris, des cravages, salioupins. Mais aussi, nous regardions le monde comme une prairie où vont et viennent des femmes et des chevaux. Le cheval de la tradition russe, un ami auquel on parle. Dans le film Arsenal de Dovzhenko, le soldat crie « Plus vite, brave coursier !» Les chevaux répondent « Nous t'entendons ». Et dès ta première mise en scène, les chevaux parlent. Un cheval montait à la tribune. Il était vêtu de la burqa à la cape caucasienne. Зал переполнен. И действительно, в президиуме одни кони. Докладчик – конь. Перед ним вместо графина с водой конное ведро. И он, волнуясь, макает туда голову
пьет и продолжает свой рассказ. Люди сидят в зале, лошади, значит, докладывают. Докладчик говорил: мой хозяин не жалеет меня. Как только вечером комсвода Иванов садится верхом, едет на конец станицы к своей зазнобушке, всю ночь проводит. Очень весело, а я стою на ветру. Что, неправда, товарищ Иванов? Тот сидит в зале. Да, хохот. Вот. А тут еще были подсадные утки. То есть были те наши актеры, которые помогали поставить этого товарища Иванова в неловкое положение. И там разыгрывались целые интермедии. Как ты был? У кого? Да я был у Евдокии был. А, это моя Евдокия. Как она? Ты скажи, а то я сейчас... C'est cet esprit-là que Medvedkin allait essayer toute sa vie de mettre dans le cinéma. Tout cela en pleine guerre civile. Le théâtre aux armées, mais c'est l'armée qui fait son propre théâtre. Une équation qu'on retrouvera dans tout le travail de Medvedkin. Le commandant légendaire de la première armée de cavalerie, le général Boudioni, apprécie le théâtre des chevaux, bon pour le moral des troupes. Il n'en dira pas autant des récits de Babel, d'autant plus implacable que c'est le style qui juge, pas l'auteur. Et les voilà dès le début côte à côte, Babel et Medvedkin, l'enthousiaste et le curieux, aussi nécessaires l'un que l'autre pour recevoir la tragédie en stéréo. Extrait d'une lettre de Lénine à Molotov, 19 mars 1922. C'est maintenant, quand dans les régions affamées on mange des hommes et que sur les routes gisent des milliers de cadavres, que nous devons mener la réquisition des objets de culte avec une énergie enragée et impitoyable. Nous devons livrer le combat au clergé réactionnaire et écraser sa résistance avec une cruauté telle qu'ils ne l'oublieront pas pour plusieurs décennies. Je savais qu'il était resté très ami avec beaucoup de ses anciens camarades de la cavalerie. Il les appelait ses camarades de combat. Quand nous sommes allés à Kiev, il m'a dit qu'il fallait visiter la Grande Laure et ses grottes. Un ancien de la cavalerie nous accompagnait. Il travaillait au NKVD. C'était aussi un camarade de combat de Babel. Il nous faisait visiter et expliquait qu'ils avaient trouvé là un grand nombre de diamants. Je lui ai demandé, en sondant les murs, en tapant sur les murs pour trouver des caches. Et lui, non, en sondant les moines. C'est-à-dire qu'ils amenaient les moines au NKVD et là, il leur faisait dire où ils avaient caché les diamants. J'étais en Ukraine pour Pâques 1992. Et le croirais-tu, la grande affaire à Kiev était de se demander jusqu'où le métropolite Filaret avait collaboré avec le KGB. Les décennies de Lénine avaient passé, l'Église avait survécu, et tout ce au nom de quoi ces cruautés avaient été commises basculait définitivement dans l'univers des signes. Je m'étais demandé quelle musique le vieil homme de Moscou écoutait, au-delà de la liturgie. Je crois qu'il entendait les mots qu'il avait chantés si souvent lui-même dans Boris Godunov, quand il interprétait comme personne ne l'interpréterait jamais le rôle de l'innocent.